Bonjour à tous, je m'excuse d'avance, je suis un peu grippé, j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de la présentation. Merci à Juan et à Roman pour l'invitation. Donc je vais vous parler effectivement de la sténose mitrale. La sténose mitrale dans le cadre du rhumatisme articulaire aigu. Donc le rhumatisme articulaire aigu affecte principalement des patients jeunes dans les pays à bas revenus. Sur les derniers 50 ans, la prévalence a pas mal diminué, plutôt dans les pays occidentaux. Comme vous savez probablement, donc le RA survient environ 2 à 3 semaines après une angine à streptocoque du groupe A, en général mal soignée, pas soignée par des antibiotiques, et donc ça évolue vers le rhumatisme articulaire aigu qui, dans 50 à 80% des cas, peut provoquer une cardiopathie rhumatismale. C'est quoi une cardiopathie rhumatismale? Donc c'est une lésion valvulaire définitive causée par un rhumatisme articulaire aigu. C'est la première cause de mortalité, de morbidité cardiovasculaire pour les gens jeunes, donc les enfants et jeunes adultes dans le monde. Ici, vous voyez un petit peu dans quel pays, disons, cette maladie est prévalente. C'est surtout effectivement dans les pays plutôt du tiers-monde, en Afrique, en Asie, beaucoup en Océanie et aussi dans les Caraïbes. Donc comme je l'ai dit, ça touche le plus des enfants de 5 à 15 ans dans des populations avec un niveau socio-économique bas. On estime qu'il y avait 40 millions de cas dans le monde en 2019. Il y a à peu près 500 000 nouveaux cas de rhumatisme articulaire aigu par année et 300 000 décès par année liés à la maladie. On voit l'incidence qui varie pas mal chez les enfants en âge scolaire. L'incidence moyenne au niveau mondial, c'est à peu près de 20 sur 100 000 enfants. Dans les pays industrialisés, c'est moins de 2. Mais si on prend dans certains pays du tiers-monde, je crois plus de 380, c'était dans certains quartiers défavorisés d'Afrique du Sud, ça monte pratiquement jusqu'à 400 sur 100 000 personnes. Il y a une surreprésentation au niveau du sexe féminin, surtout, disons pas lors de l'atteinte chez les enfants, mais plutôt à partir de la puberté. Là, il y a à peu près 2 fois plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes. On voit ici une affiche qui était de l'île Sainte-Lucie aux Caraïbes. C'était une campagne de prévention pour inciter les parents à faire soigner leurs enfants qui faisaient des angines. Donc la cardiopathie rhumatismale, ça fait surtout une atteinte valvulaire. Ça peut aussi faire une péricardite et une myocardite, mais qui sont plutôt mineures. La valve mitrale est atteinte dans pratiquement 100% des cas. On m'avait appris qu'il n'y a pas de cardiopathie rhumatismale sans atteinte de la valve mitrale. Je crois que ça doit pour moi être des histoires de chasse s'il y en a. Dans les patients plus jeunes, avec une atteinte plus aiguë, souvent plus agressive, on voit surtout des régurgitations mitrales. Alors que si le patient développe ça à un âge plus avancé, c'est plutôt des sténoses mitrales. On verra, c'est encore un peu plus complexe que ça. Par ailleurs, il peut y avoir une atteinte de la valve aortique dans 20 à 30% des cas. C'est surtout des régurgitations. Il peut y avoir des sténoses, mais c'est plutôt rare. Il peut y avoir des atteintes de la valve tricuspide, mais qui sont souvent plutôt fonctionnelles suite, disons, sur une régurgitation mitrale, sur une surcharge due à une régurgitation ou une sténose mitrale. Les atteintes de la valve pulmonaire sont mixtes, et puis il y a très fréquemment des formes mixtes avec sténose et régurgitation ou des atteintes plurivalvulaires. On voit ici, ça c'est tiré d'UpToDate, en fait, un petit peu les différents modes, disons, d'atteinte pathologique de la cardiopathie rhumatismale. Donc effectivement, dans les formes aiguës, chez des patients plutôt jeunes, des formes fulminantes, on a souvent plutôt une régurgitation mitrale. Quand c'est un peu moins prononcé, ça peut être des formes mixtes. Et puis, il y a des formes un peu plus latentes, plus lentes,
qui en général évoluent plutôt vers des sténoses mitrales. On peut avoir un peu des deux. C'est décrit aussi qu'il y a des patients qui ont des formes avec une régurgitation mitrale, disons qui à la longue, les patients deviennent compensés, équilibrés, et avec l'atteinte continuelle, en fait, la valve se sténose, la régurgitation a tendance à diminuer, et puis c'est la sténose qui devient prépondérante. On voit ici la courbe en U au niveau de l'incidence. Donc vous voyez qu'il y a surtout il y a une atteinte assez haute déjà chez les enfants et adolescents. Ça a tendance à retomber vers la deuxième et troisième décennie de vie, et puis ça remonte par la suite. Donc ça, c'est pour des présentations, des admissions hospitalières en lien avec la cardiopathie rhumatismale. Donc on va parler surtout de la sténose mitrale. De manière générale, la sténose mitrale, c'est la quatrième atteinte valvulaire gauche, enfin la quatrième valvulopathie gauche isolée en termes de fréquence, à peu près 5 à 10% des cas. L'étiologie dans les pays développés, c'est une origine rhumatismale dans 85% des cas. Le reste est plutôt d'origine dégénérative. Comme on a vu, il y a aussi, disons c'est assez rare, mais des étiologies, des maladies auto-immunes. Il peut y avoir des atteintes congénitales, post-radiques et l'atteinte dans le cadre d'un carcinoïde. Ces proportions vont varier selon, on va dire, la proportion et l'origine de la population immigrée. En pratique, c'est vrai que l'atteinte rhumatismale, je trouve personnellement que ce chiffre est un petit peu surestimé. J'ai l'impression que de nos jours, on voit plutôt, alors peut-être des atteintes mixtes avec des gens qui ont eu des atteintes rhumatismales qui se développent vers des dégénératives par la suite, ou beaucoup dans la population très âgée des atteintes dégénératives pures. On va voir quelques exemples ensuite. Donc la pathologie de la sténose mitrale, comme je l'ai dit, c'est une réaction croisée avec un antigène du streptocoque au niveau des tissus valvulaires. Ce n'est pas une infection des feuillets. Donc il y a comme dans d'autres maladies inflammatoires, il y a une formation de micronodules le long de la ligne de coaptation avec un épaississement des feuillets, puis une fusion progressive des commissures qui en général mène à cette forme, alors ce ronde, je trouve c'est un peu exagéré, mais assez ovalaire de la valve plutôt qu'en forme de bouche comme on a l'habitude de la voir. Il y a aussi un remaniement au niveau de l'appareil sous-valvulaire avec un épaississement, une fusion des cordages qui avec le temps même se raccourcissent et perdent leur mobilité. Et avec le temps, avec l'âge, il y a une calcification progressive des commissures, mais ça c'est chez les sujets plus âgés. Ici, on voit les exemples. Ici, c'est une valve mitrale a priori normale, sans atteinte particulière. Et puis là, on voit, dans le cadre d'une cardiopathie rhumatismale, vous voyez que les commissures sont complètement fusionnées, la valve est épaissie aussi. Ça, c'est un tableau que je trouvais assez intéressant, qui était tiré d'un article assez récent où justement ils expliquent un petit peu la différence dans les types d'atteintes qu'on a l'habitude de voir actuellement. Donc il y a les atteintes de la valve mitrale qui sont, on va dire, purement rhumatismales, avec, comme je l'ai dit, une fusion commissurale, un aspect un peu en entonnoir de la valve. Ça touche plutôt des patients jeunes. Et on verra, c'est des patients qu'on peut traiter en première intention par une dilatation au ballon. L'autre type de problème qu'on voit de plus en plus fréquemment, c'est des patients plus âgés, souvent assez polymorbides, qui ont des calcifications assez importantes au niveau de l'anneau mitral. Et ces patients-là sont beaucoup plus difficiles à traiter. On ne peut pas juste les dilater parce que tout est complètement solidifié, et puis disons, la dilatation au ballon ne sert à rien. On verra un cas aussi tout à l'heure. Et puis, disons, entre ces deux cas, on a un peu tout un continuum de patients avec des atteintes rhumatismales, on va dire un peu vieillis, qu'on voit, et qui peuvent aussi poser des problèmes pour le traitement. Les conséquences hémodynamiques de la sténose mitrale, bon, je ne vais pas vous refaire tout un cours d'hémodynamique, mais vous pouvez imaginer ce qui se passe si vous diminuez la surface d'ouverture de la valve mitrale. Il y a une augmentation de la pression dans l'oreille gauche, une congestion pulmonaire.
par la suite une dilatation de l'oreille gauche, de l'hypertension pulmonaire, à terme une dysfonction du ventricule gauche et aussi le développement donc, d'une fibrillation auriculaire qui est à haut risque emboligène parce qu'il y a la stagnation provoquée par le rétrécissement de la valve mitrale et aussi par le fait qu'il y a la perte de la contraction de l'oreillette. Les symptômes, en général, c'est une dyspnée d'effort. Après, c'est symptômes classiques d'insuffisance cardiaque, orthopnée, dyspnée nocturne paroxystique. Il peut y avoir de l'hémoptysie aussi à cause de la congestion pulmonaire chronique, faiblesse, fatigue. La fibrillation auriculaire peut entraîner une aggravation assez brutale des symptômes quand elle survient. Le risque embolique, je l'ai mentionné. Et puis, bon, il y a toute une description de l'auscultation qui est assez classique, un renforcement du B1, un claquement d'ouverture, un roulement diastolique. Bon, c'est un peu, je dirais, presque historique à l'heure actuelle où l'échographie est largement disponible. On va peut-être passer sur cette dia. Donc, l'évaluation diagnostique, l'examen vraiment de base, l'examen cardinal, c'est l'échographie transthoracique, c'est celui qui devrait donner dans la majorité des cas le diagnostic et permettre d'évaluer bien la valve et aussi déterminer quel traitement est possible. Déjà, on va pouvoir déterminer si c'est une sténose valvulaire mitrale significative. Donc significative, c'est moins d'1,5 cm². On mesure le gradient à travers la valve, la pression pulmonaire, la morphologie de la valve selon certains critères établis. D'autres examens peuvent être utiles, comme l'échographie transœsophagienne. Ils permettent aussi de bien évaluer la morphologie, de faire une planimétrie également pour mesurer la surface. L'échographie de stress est très utile dans certains cas où on n'a peut-être pas tous les critères de gravité en termes de gradient notamment. Donc on peut mesurer le gradient à l'effort, la pression pulmonaire à l'effort. Le cathétérisme cardiaque, je dirais qu'il n'a plus vraiment de rôle dans le diagnostic de nos jours. Le traitement médicamenteux, donc c'est principalement le contrôle de la fréquence cardiaque, donc par des bêta-bloquants, des anticalciques non d'hydropéridine, des diurétiques en cas de congestion. L'anticoagulation, c'est par des antivitamines K s'il y a une FA ou des antécédents d'embolie. Les anticoagulants directs sont contre-indiqués s'il y a une surface de moins de 2 cm². Et puis, il y a toute l'histoire de la prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu, disons, chez des patients plus jeunes qui ont pu avoir encore une exposition dans les années précédentes. Normalement, c'est 10 ans de traitement ou jusqu'à l'âge de 40 ans, disons, c'est celui qui est le plus long. Mais je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on voit très souvent de nos jours. Le traitement interventionnel, alors il y a principalement 2 traitements possibles, la valvuloplastie mitrale percutanée au ballon inouï, il y a la chirurgie de remplacement valvulaire mitral, la réparation, comme l'a mentionné Ayo, c'est souvent pas possible, ces valves sont très remaniées, c'est très difficile de les réparer, il y a certains qui s'amusent à le faire parfois avec des résultats mitigés. Et puis, je pense qu'on peut mentionner aussi le remplacement valvulaire mitral percutané, quelle que soit la décision, comme ça doit l'être de nos jours, c'est toujours une décision qui doit être discutée en équipe au sein du Heart Team. Donc, le traitement chirurgical, en fait, il y a tout un historique assez intéressant là-dessus. La première opération a été faite en 1923, c'était la commissurotomie à cœur fermé par un chirurgien anglais, Cutler, où en fait il introduisait le doigt juste en faisant une petite incision au niveau de l'oreillette, et puis il allait ouvrir les commissures, donc il fait ça à cœur battant évidemment. En 1923, il n'y avait pas de CEC. Il a réussi à développer, cette technique s'est affinée par le développement de ce qu'on appelait des commissurotomes, qui étaient introduits par voie transapicale, qui permettaient d'encore mieux écarter les commissures. Et bon, c'était un traitement qui marchait, qui sauvait des vies. Dès 1950, les choses ont changé grâce à l'avènement de la CEC. Il y a eu des commissurotomies à cœur ouvert et puis par la suite des remplacements valvulaires par des prothèses. La valvuloplastie mitrale au ballon Inoue, donc ça a été développé par le médecin du même nom, Dr Kenji Inoue, un cardiologue interventionnel japonais en 1982. Donc son idée, c'était de faire la même chose que la commissurotomie
chirurgicale, mais par voie percutanée. Donc, ça consiste à aller par un abord par la veine fémorale, remonter par la veine cave inférieure, venir au niveau de l'oreillette droite, faire ce qu'on appelle une ponction transseptale, donc piquer à travers le septum, passer dans l'oreillette gauche, et puis venir franchir la valve mitrale avec ce ballon et le gonfler pour pouvoir écarter ces commissures, pour pouvoir casser ces fusions commissurales. C'est une méthode qui a été largement étudiée depuis son invention et c'est devenu vraiment le traitement de choix pour le traitement de la sténose mitrale sévère, symptomatique d'origine rhumatismale, on va dire dans les cas où les facteurs anatomiques et cliniques sont favorables. Le taux de complication est relativement bas, on va dire, dans des mains expérimentées. Ça c'était une étude faite par le groupe de l'hôpital Bichat, qui est un des centres qui a la plus grosse expérience au monde avec ça. Ça a montré qu'il y avait des très bons résultats à long terme chez une majorité de patients. Ça c'est une slide tirée des dernières recommandations sur le traitement des valvulopathies par la Société européenne de cardiologie. On ne va pas passer en revue toute la slide, mais en gros, disons, la commissurotomie au ballon percutané reste le traitement de choix, comme je l'ai dit, dans les patients avec une anatomie favorable ou des facteurs cliniques favorables. Même dans des situations, disons, un peu moins favorables, c'est légitime de le tenter. Après, il y a clairement des situations où il y a des contre-indications. Et c'est vrai que ça reste dans la plupart des cas le traitement de premier choix et ça vaut souvent la peine de le traiter. On a ici une série de contre-indications ça c'est des contre-indications relatives. Même la présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche est une contre-indication relative prime abord en général. On doit essayer de réanticoaguler le patient. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a les scores de Wilkins et de Cormier qui permettent de prédire d'une certaine manière la complexité de la procédure et les chances de succès. Plus le score est bas, que ce soit pour Wilkins ou Cormier, plus le risque, la chance d'un bon résultat avec la valvuloplastie mitrale est bonne. On va voir quelques cas cliniques. Donc ici, c'était une patiente de 50 ans, originaire d'Afrique du Nord, qui avait une dyspnée d'effort assez typique au moindre effort. Puis elle avait donc un rétrécissement mitral à l'échographie avec une surface mitrale significativement diminuée à 1,3 cm², un gradient de repos à 11, donc ça c'est élevé, disons plus que 4-5 de gradient, on est déjà dans une sténose mitrale significative, et qui augmentait massivement à l'effort. Ça passait à 42 avec un niveau d'effort qui n'était pas très élevé, et aussi une hypertension pulmonaire assez importante à l'effort. Dans ce cas-là, comme on va le voir, c'était une atteinte qui était purement rhumatismale, et donc on a discuté le cas au sein du HEART-TEAM. Là, vous voyez aussi l'échographie avec l'aspect assez typique. On parle d'un remaniement en Canne-2 qui est du feuillet antérieur de la valve mitrale. On voit qu'il y a un épaississement des feuillets au niveau des bords libres, avec aussi une fusion au niveau des commissures, un aspect assez ovalaire de l'orifice mitral. Et vous voyez ici ce qu'on appelle c'est la couleur, l'aliasing du flux à travers la valve. On appelle ça le flux en Beck-Bunsen. Donc ça traduit en fait l'accélération du flux sanguin à travers la valve, qui est typique dans la sténose mitrale. Ici, des images similaires à l'échographie transœsophasienne. Vous voyez qu'il y avait notamment une fuite qui n'était pas très importante. Ça, c'est un élément important parce qu'il y a une grosse fuite. Ça peut être une contre-indication, bien sûr, à une valvuloplastie mitrale. On risque de l'aggraver et d'échanger une sténose contre une régurgitation sévère. Donc, on a fait une valvuloplastie. Donc, comme je l'ai dit, on fait une ponction transseptale. Là, il faut imaginer qu'on est dans l'oreillette gauche. Là, on passe dans la valve mitrale et on gonfle le ballon. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce c'est un ballon qui se gonfle en deux fois. Il y a une espèce de petit épaulement au milieu. Et c'est fait exprès pour que, attraper la valve et la dilater à ce niveau. Ici, vous voyez ce que ça donne à l'échographie transœsophagienne 3D. Ça, c'est le résultat après. Vous voyez que
ce qu'on appelle l'aliasing, ça devient un peu moins brillant, donc la vitesse a diminué parce que le rétrécissement a diminué. Là, vous voyez l'aspect de la valve à l'échographie tridimensionnelle, où là, il y avait des fusions commissurales, et vous voyez qu'à l'œil, la surface valvulaire a pas mal augmenté. Quand on fait des planimétries 3D, la surface est passée de 1.4 à 2.1, donc ça c'est avec un gradient qui dans le même temps a diminué. Donc ça c'est a priori un bon résultat de la procédure. Il y avait une fuite qui a un tout petit peu augmenté, qui est passée à discrète à modérée, mais qui était tout à fait acceptable. La patiente a bien évolué. Ici un deuxième cas, déjà un petit peu plus compliqué, 78 ans. Elle a été opérée 6 ans auparavant pour un remplacement valvulaire aortique, aussi une dyspnée d'effort, aussi une surface à 1.3, un gradient augmenté au repos, à l'effort, une hypertension pulmonaire. Elle avait une fusion bicommissurale, mais en plus de ça, il y avait une calcification de l'anneau mitral en regard des commissures. Ici, on est plutôt devant une forme qui est un petit peu mixte, rhumatismale et dégénérative. On a discuté le cas, on a décidé du fait que la patiente avait déjà été opérée, puis que c'était quand même pas simple de réopérer une patiente qui avait en plus une bioprothèse aortique qui marchait bien. On a décidé de tenter la valvuloplastie mitrale au ballon. Donc là, la même chose. Vous voyez ici la calcification de l'anneau mitral. Donc on a gonflé le ballon. En fait, ce qu'on fait, on gonfle le ballon à plusieurs reprises, en augmentant le volume du ballon. Ça permet d'agrandir de plus en plus la surface mitrale. On mesure à chaque fois le résultat. On surveille s'il y a une régurgitation mitrale qui apparaît ou pas. Puis une fois qu'on est content de la surface et du gradient, on arrête en général quand on est à plus que 2. Donc là, vous voyez ce que ça donne avec le ballon gonflé à travers la valve. Et puis, on a eu un bon résultat. La surface est là aussi passée de 1.3 à 2.3 avec une nette réduction du gradient qui s'est accompagnée par la suite d'une réduction des symptômes. Troisième cas qui n'est pas une sténose mitrale rhumatismale, j'ai un peu triché, mais c'est une sténose mitrale chez une patiente qui avait une polyarthrite rhumatoïde, 73 ans. Elle avait déjà eu un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique 22 ans auparavant, aussi une sténose mitrale. Dans ce cas-là, c'est pas une atteinte rhumatismale, c'est une atteinte, on va dire, inflammatoire et aussi dégénérative, avec là par contre une forme qui est vraiment pas très favorable à une valvuloplastie mitrale. Il y a une fusion seulement d'une commissure, calcification de la base des feuillets, puis un aspect vraiment en entonnoir de la valve. C'est un cas qu'on a fait avec les collègues de l'hôpital Bichat. Ils n'étaient pas très chauds, mais ils ont dit, bon, ok, vu que la patiente a déjà été opérée, on va quand même essayer. Et puis, il faudra quand même bien lui expliquer qu'on risque d'avoir un mauvais résultat, que peut-être qu'il faudra quand même faire une chirurgie, mais on tente le coup. Donc, on a essayé. J'ai même pas d'image de fluoroscopie, on n'a pas eu le temps de filmer. On a gonflé une fois le ballon et malheureusement, la patiente a développé une fuite qui était d'emblée pas très jolie, une fuite qui a été quantifiée comme modérée et en fait sur une petite déchirure de la valve. Donc, on a décidé de s'arrêter là. La patiente n'a pas très bien évolué par la suite. Elle a commencé à devenir vraiment dyspnéique au moindre effort, puis au repos. Et on l'a opérée quelques jours plus tard avec, disons, finalement un bon résultat. Elle a fait un parcours post-opératoire un peu compliqué, mais au bout de quelques semaines, elle a finalement bien évolué. Donc ça, c'était pas le cas idéal, mais comme je l'ai dit, des fois, ça vaut la peine d'essayer, mais il faut que les patients soient conscients des risques qu'on prend. Donc ça, c'était l'image après le remplacement par une prothèse mécanique au niveau de la valve mitrale. Dernier cas, last but not least, 89 ans, c'est un cas que j'ai fait il y a une dizaine d'années, 89 ans, elle avait déjà eu un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique. Très essoufflée, cette brave dame, une sténose mitrale sévère, indiscutable, gradient un petit peu bas. Elle avait une calcification massive, ça c'est une image de scanner, ça c'est une image de fluoroscopie, vous voyez qu'il y a une calcification concentrique de l'anneau, donc il y a vraiment un anneau en pierre, en béton armé. Là c'est une forme qui est vraiment purement dégénérative. Cette patiente était clairement inopérable au vu de son âge et de son antécédent de chirurgie cardiaque.
Elle était encore en assez bonne forme. On a décidé d'effectuer ce qu'on appelle un TMVI. C'est quoi un TMVI? Si vous avez un peu d'imagination, vous réfléchissez à ta vie et puis vous remplacez le A par le M. Et puis qui consiste à aller implanter par voie percutanée donc, une valve, elle s'appelle un valve in MAC, valve in Massive Annular Calcification. J'avais eu la chance quand j'avais fait un fellowship à l'hôpital Bichat au début des années 2010 de faire partie de l'équipe qui avait fait la première implantation au monde. En fait, on avait utilisé une valve TAVI qu'on avait mis au sein d'une calcification annulaire mitrale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai rappelé mes collègues qui sont venus me donner un coup de main. Et puis, on a fait ça. On a fait toujours par voie transseptale, hein, comme la valvuloplastie ballon inoué. On a été implanter une valve au sein de cette calcification annulaire qu'on voit derrière. On a pris notre temps. On a bien positionné la valve. Et puis, on a été très content du résultat. Donc, vous voyez déjà, une bonne chose, la valve tient en place. Donc, je suis content quand ça arrive. Là, vous voyez le résultat final. Vous voyez qu'on a réussi à circulariser l'anneau mitral. C'est assez intéressant hein, parce que vous avez vu avant qu'elle avait plutôt une forme de fer à cheval. Donc, la valve était bien déployée, c'est bien ouverte. À l'échographie, il n'y avait pratiquement aucune fuite, un joli résultat, un très bon gradient. Cette patiente a bien évolué. Vous voyez ici les images de l'échographie 3D et du scanner. Cette dame a encore vécu quelques années, je l'ai suivie pendant 4 ans. Donc c'était a priori un bon résultat. Donc voilà, ça c'était quelques exemples de patients qu'on a traités. Donc pour conclure, je dirais que la cardiopathie rhumatismale touche principalement les patients jeunes dans les pays en voie de développement. La sténose mitrale est l'atteinte la plus fréquente de la cardiopathie après l'âge de 30 ans. L'échographie transthoracique reste vraiment le moyen de choix pour évaluer le rétrécissement mitral. Dans les pays occidentaux, on voit encore des formes rhumatismales pures, je dirais plutôt chez des patients jeunes issus de populations immigrées, puis on voit des formes mixtes ou dégénératives pures chez des patients plus âgés. La valvuloplastie est le traitement de choix pour les patients avec une sténose mitrale rhumatismale avec des bons résultats à long terme. La chirurgie est réservée aux formes défavorables ou contre-indiquées ou, comme on a vu, en cas d'échec du traitement pas percutané. Et puis, il y a aussi actuellement, c'est encore en plein développement, le remplacement valvulaire mitral percutané est une option pour les patients à risque chirurgical ou inopérable, surtout dans les formes dégénératives avec une calcification annulaire importante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.